Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Trouver un financement pour entreprendre un parcours difficile pour les femmes au Bénin pour pallier la situation. Elles ont lancé un projet d'entrepreneuriat dénommé Women Investment Fund Bénin. 5 ans déjà que l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites au Bénin. Que peut-on dire de cette lutte engagée depuis toutes ces années? On en parle. Et puis, aucune sage-femme ne peut inscrire sur la fiche de naissance le nom du présumé père si la femme n'apporte pas au moment de l'accouchement la preuve de la reconnaissance de la grossesse. L'acte de paternité est obligatoire au Bénin. Le Women Investment Fund Bénin, les femmes lancent le projet d'entrepreneuriat. Le parcours vers l'emploi est semé d'embûches pour les femmes et trouver un appui financier pour le projet est encore plus difficile. Elles ne manquent pas donc d'idées pour créer leur emploi. Suivez le reportage de Ruth Avanon, de Arnaud Avanan, présenté par Charlène Kendiro. Environ 80% des femmes entrepreneurs exercent aujourd'hui dans l'informel au Bénin. Un constat alarmant qui interpelle le Women Investment Fund Bénin. Ici, il est question de poser le diagnostic et lever un coin de voile sur l'importance des financements pour l'entrepreneuriat féminin. Cette conférence s'inscrit dans le plan d'action de WeFund et c'est pour créer une synergie d'action avec tous les partenaires afin de réaliser le rêve de l'autonomisation de la femme par l'entrepreneuriat. Nous ne devons pas perdre de vue que l'intérêt de la femme est intimement lié à l'intérêt de la famille et par conséquent à celui de la nation entière. Au minimum, il faut donc assurer des financements innovants et surtout adaptés à l'entrepreneuriat féminin. La promotion de l'entrepreneuriat féminin à travers des stratégies et des opportunités de développement est donc le leitmotiv de ce creuset d'échange. Donc sur l'entrepreneuriat des femmes, nous devons régler d'abord le problème de l'information. Nous devons régler le problème de la formation en plusieurs volets, c'est-à-dire le renforcement de capacités pour celles qui sont déjà dans une activité pour qu'elles s'améliorent, la formation déjà pour celles qui rentrent en activité. Nous allons également faire du coaching pour celles qu'on a déjà formées ou renforcées. Nous allons les identifier, à affiner leur vision, parce que généralement se pose un problème de vision, c'est ce qu'on a remarqué. Et après ça, nous n'allons pas les laisser tomber, nous allons les accompagner par du mentorat. Parce que le mentorat nous permettra au bout du rouleau de les accompagner étape par étape, de faire des actions correctives. Women Investment Fund Bénin se veut donc un fonds exclusivement féminin pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes. L'ambition, changer le visage de l'entrepreneuriat féminin au Bénin à l'horizon 2030. Pour réussir notre mission, nous devons travailler en synergie avec le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les associations sœurs, les accélérateurs et tout l'écosystème pour aider les entreprises et femmes à mieux se structurer afin d'être prêtes à accueillir les financements participatifs que WeFund Capital va leur apporter à l'horizon 2022. Le rêve de l'autonomisation de la femme passe donc par l'entrepreneuriat féminin, gage d'un développement économique certain du pays. 5 ans déjà que l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites au Bénin. Que peut-on dire de cette lutte engagée depuis toutes ces années? Linda Zobassé a été reçue par Ulvaeus Balogun. Suivez un extrait de leur entretien. Nous savons que la loi, elle existe. Parce qu'on a l'information, on se demande pourquoi la loi n'est pas encore appliquée. Ouais. Nous avons donc 2 choses, l'information et la prise de conscience, sachant que la loi, elle existe. On est conscient de ça. C'est déjà un changement en attendant les alternatives qui permettront de mettre en pratique réellement cette loi.
Alors, quand on se souvient du tollé qu'il y a eu à l'avènement, ou plutôt au moment où cette loi a été votée, on nous parlait des conséquences des sachets plastiques sur l'environnement, on nous en a suffisamment parlé, mais à ce jour, il n'y a pas eu de répression, ça fait 5 ans, on n'a jamais réprimé qui que ce soit. Selon vous, qu'est-ce qui a expliqué ou qu'est-ce qui peut expliquer aussi cette léthargie-là? L'État seul ne pourra pas tout gérer à la fois. Ils ont appliqué, ils ont mis en place la loi. Pour son application maintenant, il faudrait que les habitants proposent les alternatives. Lorsqu'il y aura des alternatives, alors là, l'État pourra les accompagner pour mettre vraiment en œuvre cette loi. Parce que je vous assure que le jour où l'État va décider de mettre en pratique cette loi, ce sont les mêmes qui diront que l'État agit mal, puisqu'il n'y a pas d'alternative. C'est parce qu'on n'a pas encore des alternatives en tant que tel, en effet, qu'on en est encore à ne pas arriver à la répression qui aurait dû commencer. Oui, on a des alternatives, mais les alternatives ne sont pas produites en grande quantité. Déjà, il y a l'impact social et économique que cette loi aura déjà sur les habitants. Voilà. Donc, pour vraiment agir, il faudrait qu'on ait en quantité les alternatives déjà présentes au Bénin, permettre à ces dames de les adopter, de les revendre à leur tour. Là, ils auront un revenu en retour. Parce que lorsqu'on va importer maintenant les sachets biodégradables au Bénin, ça reviendra vraiment plus cher. Autrement dit, il faut en fabriquer chez nous. Il faut apprendre, il faut innover, il faut créer. C'est ce dont on a vraiment besoin dans le domaine de l'environnement. Alors, le rôle des collectivités territoriales, les communes, elles sont très souvent en première ligne au contact du citoyen déjà à la base. Quel devrait être leur rôle également dans cette lutte-là? Ils doivent mettre dans leur programme, insérer dans leur programme des séances de restitution des actions de la politique environnementale que l'État a mis en place, échanger et discuter auprès des chefs quartiers et chefs arrondissements. Ceux-ci iront maintenant sur le terrain pour sensibiliser les citoyens. Ils doivent aussi être en partenariat avec les écoles ainsi que les enseignes de fabrication des sachets biodégradables ou des emballages biodégradables pour organiser des mini-ateliers avec les élèves et les parents d'élèves pour qu'ils apprennent à fabriquer eux-mêmes les sachets plastiques. Biodégradables, excusez-moi. Et ils doivent aussi investir dans la recherche. Parce qu'on en a besoin. On a besoin qu'ils accompagnent ceux qui se lancent dans ce domaine pour vraiment créer, innover dans le domaine. Aussi, ils doivent aider les militants, ceux qui sensibilisent, ceux qui apportent l'information aux citoyens. Ils doivent les aider, les accompagner dans leurs actions sur le terrain, dans leur compte. Linda Zogbassé, invitée du dimanche, elle a été reçue par Ulvaeus Balogun. Ce lundi 4 juillet, c'est la journée mondiale du naturisme. Le naturisme est un mode de vie impliquant une pratique collective du nudisme et basée sur l'idée du retour à l'état naturel. À poil, oui, mais pas seulement. C'est une philosophie de vie déjà appréciée dans la Grèce antique, d'où cette profusion de statues de jeunes et faibles, plus enclins à lancer des assiettes qu'à enfiler un slip. En 1950, le couple Lecoq ouvre le premier camping naturiste de France à Montalivet, prônant le respect de l'autre, de soi, de la nature et du végétarisme. Cette pratique fait sens pour toute une génération de hippies. Autre élément dans ce journal, au Bénin, il est exigé au couple, le géniteur notamment, l'attestation de paternité avant la naissance du bébé. L'obtention de l'acte de naissance d'un bébé est donc subordonnée à la présentation du certificat de paternité pour les couples non mariés devant la loi. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Depuis ce 1er avril, cette sage-femme fait usage de nouvelles méthodes pour enregistrer les naissances. Zouleyat doit désormais se servir de nouvelles fiches et les consignes reçues sont très fermes. Les nouvelles fiches ont de numéros de déclaration qui se fait en ligne. Et tant que le monsieur ne reconnaît pas qu'il est l'auteur de la grossesse, nous ne pouvions pas ajouter son nom. Elle ne remplira donc pas la partie concernant le père de l'enfant si la mère n'apporte pas cet acte qui dit qui est le père de l'enfant, l'acte de reconnaissance de paternité, une pièce obligatoire pour les couples non mariés devant la loi.
Cette obligation, déjà prise en compte par un code datant de 2015, est aujourd'hui plus clarifiée par une autre loi du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Dans la législation béninoise, cette pratique elle a cours depuis quelques années déjà. On va se référer à la loi portant Code de l'enfant en République du Bénin. Et relativement à cela, il était depuis son avènement remis aux femmes enceintes la fiche de déclaration de paternité. Aujourd'hui, cette donne reste d'actualité, à part le fait qu'il est demandé à l'homme, après avoir rempli la fiche de reconnaissance de paternité, de se rendre dans un état civil pour poursuivre les démarches. Pour le législateur, un tel acte va faciliter l'enregistrement de chaque enfant au registre national des personnes physiques, une mesure approuvée par cette responsable de la mairie de Cotonou. Vous voyez les actes de naissance qui circulent dans les temps anciens, souvent, ils ne sont pas enregistrés dans le registre de l'état civil. Et ce sont les agents indélicats qui le font souvent. Et il y a beaucoup de Béninois, de citoyens béninois qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas date de naissance. Du coup, avec cette reconnaissance de paternité, l'enfant qui naît a d'office son acte de naissance. Et beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit, seront réglés. La prise de l'acte de paternité est subordonnée à la présentation du certificat d'identification personnelle. Ce sociologue voit naître en cette réforme d'autres problèmes de société, surtout pour les populations reculées. Vous savez, il y a des gens, les moyens sont disponibles, on dit venez volontairement déclarer votre naissance, vous n'avez rien à payer, mais malgré ça encore les gens résistent. Donc je fais partie de ceux qui se posent encore un certain nombre de questions. Est-ce que ce nouveau dispositif, ce nouveau document qui est introduit, est-ce que ça ne va pas participer à empirer la situation? Les jours à venir pourront sûrement donner réponse à cette interrogation. Pendant ce temps, le gouvernement poursuit ses réformes dans le secteur de l'état civil et de l'identification en général, en vue d'atteindre l'un de ses objectifs phares, faire du Bénin une plateforme de services numériques dans la sous-région. Hors du Bénin, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 va débuter en janvier 2024. La compétition continentale de football, qui devrait démarrer en juin 2023, a été reportée d'environ 7 mois par le comité exécutif de la Confédération africaine de football. La décision a été prise ce dimanche après une réunion à Rabat au Maroc. Raison évoquée, la Côte d'Ivoire traverse généralement courant juin-juillet une saison pluvieuse avec des précipitations particulières importantes. Ces dernières sont actuellement la cause de fortes inondations et pareilles situations. L'année prochaine impacterait négativement l'expérience pour les délégations étrangères et les milliers de supporters attendus pour l'occasion. Et on reste toujours dans le domaine du sport. Après le Brésil, la Chine et l'Égypte, le Paris Saint-Germain a ouvert une académie de football au Rwanda. Le fruit d'une collaboration entamée il y a 2 ans entre le club parisien et l'organisme de promotion du tourisme Visite Rwanda. Ils ont conclu un accord de 10 millions d'euros par an visant à promouvoir l'image de Kigali et à développer le secteur du ballon rond dans le pays. Cette académie gratuite a pour but de repérer les meilleurs espoirs. Abdoul est passionné de football depuis son plus jeune âge. Il fait partie des 184 jeunes talents de 6 à 15 ans à avoir intégré l'académie du Paris Saint-Germain en Rwanda, après des sélections conduites dans tout le pays. Dans 3 entraînements par semaine, je fais des dribbles, des tirs, des passes. Objectif de ce centre d'entraînement, repérer les meilleurs espoirs, les faire progresser et même les confronter à d'autres équipes. L'entraînement, ça m'aide à connaître beaucoup de football et ça m'aide à continuer. Je veux être le premier joueur rwandais dans le PSG. 136e du classement international FIFA, le pays des 1000 collines n'est pour le moment pas une nation du ballon rond. Alors Kigali a conclu un partenariat de 10 millions d'euros par an avec le Paris Saint-Germain pour promouvoir son image mais aussi pour développer son sport. David fait partie des 4 entraîneurs locaux formés par le club parisien.
D'ici 5 ans, nos joueurs de l'académie seront déjà en train de jouer pour leurs équipes nationales. Dans les différents groupes d'âge, peut-être pour l'équipe de moins de 15 ans, des moins de 16 ans ou de 17 ans. Le partenariat vise aussi à promouvoir le tourisme. Depuis 2019, le logo Visit Rwanda apparaît au Parc des Princes et sur les maillots d'entraînement du PSG. Les bénéfices de l'accord entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain, ce sont les bénéfices socio-économiques, ce sont les bénéfices provenant du tourisme. Les panneaux publicitaires de cette équipe lorsque Héros aura joué, ça va être vu par tout le monde à l'international. En 2018, le Rwanda passait un accord similaire avec Arsenal, le club favori du président Paul Kagame. Un an après, le nombre de touristes venant d'Europe a augmenté de 22%. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.